Dans cet épisode de Carnet de route, nous explorerons les steppes de Hulunbuir et les Mongols Baohu. Nous verrons les défis auxquels sont confrontés les modes de vie traditionnels et découvrirons les vieilles coutumes qui dominent dans le meilleur des mondes. Je me sens vraiment tout petit ici. Nous avons quitté la ville pour explorer les vastes steppes de Hulunbuir, qui sont les plus grandes steppes de Chine. Je suis ici pour rencontrer des minorités mongoles qui, à beaucoup d'endroits, perpétuent encore les traditions séculaires dont ils ont hérité et continuent à vivre à dos de cheval. Je suis Tianjan, bienvenue dans cet épisode de Carnet de route. Les steppes s'étendent sur plus de 40% du territoire chinois. Et quelques 800 millions de personnes y vivent. Sur les steppes de Hulunbuir cohabitent une douzaine de minorités ethniques dont les histoires, traditions et modes de vie sont intrinsèquement liés à leur territoire. Ici, l'herbe, c'est la vie. Sur toutes les différentes tribus mongoles qui existent, les Baohu sont les plus anciennes. Donc c'est ici qu'il faut venir pour avoir un aperçu des coutumes et traditions mongoles. Autrement connu sous le nom des Barga, à l'époque de l'Empire mongol, cet éminent clan a servi pour la grande armée de Gengis Khan. Ils étaient originaires de la région du lac Baïkal. Mais durant plus de 300 ans, les Mongols Barga ont vécu sur les steppes de Hulunbuir. Aujourd'hui, cette région est un haut lieu touristique. Ça s'appelle un hobo. C'est un amas de pierres sacrées qui avait à l'origine une fonction plus pragmatique. Dans l'immensité des steppes, il est très facile de se perdre et chaque fois que vous voyez ça, vous pouvez être sûr que ça indique toujours le sud. C'est plus tard que ça a revêtu un caractère plus spirituel. Les gens enterraient des reliques en dessous et chaque fois que des cavaliers passaient, ils enlevaient leur chapeau et faisaient 3 fois le tour, ajoutaient une pierre dessus ou apportaient des offrandes. En plus de faire restaurant et hôtel, certaines yourtes vous font découvrir la culture mongole. Vous trouverez des peintures de la vie de Gengis Khan, des contorsionnistes et des danses rituelles chamaniques pour que vous compreniez ce que ça représente d'être mongol. Ici, vous avez à peu près tout ce dont vous avez besoin pour vivre façon mongole. Ça, je crois que ce sont des morts de chevaux. Ça, des rennes, faites en cuir de vache, donc elles sont très belles et solides. Ici, nous avons un peu de fourrure, une selle, certainement la chose la plus importante dont vous aurez besoin dans les steppes. Vous avez des marmites en bronze pour faire du thé au lait, des trucs pour l'hiver ici, des gants doublés en laine de mouton. Seulement, ces gants ne sont pas idéaux pour tenir les rênes de votre cheval. Ils les laissent glisser. C'est pour ça qu'à la place, ils mettent ça. Ils font un peu pas de def. Mais vous tenez les rênes ici, et ensuite, vous mettez vos mains ensemble, et voilà. Vos doigts ne gèlent pas pendant que vous êtes à cheval. C'est très ingénieux, et vous ne pourriez pas vivre sans un de ces objets. Il y a même des classes de langue mongole. J'ai oublié celui-là, ma mère ne serait pas contente, mais vous savez quoi, j'ai repéré ça, et si vous appuyez dessus... Vous voyez, je sais dire mère dans toutes les langues. Ça, c'est génial.
Ça vous apprend le mongol dès le plus jeune âge et j'adore celui-là car il est vraiment typique. Mort de cheval. Et ça, c'est un arc et des flèches. Et ça doit être la viole mongole. Le morunkur est un des instruments de musique les plus importants de la culture mongole. Ses cordes sont faites de crins de cheval et le manche est sculpté en forme de tête de cheval. Un proverbe populaire dit qu'un mongol sans un cheval est comme un oiseau sans ailes. Contrairement à l'Occident, les chevaux ici ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie. On les utilise pour les transports, le sport et comme source de nourriture. Les poulains grandissent ensemble avec les jeunes enfants, pendant que les chevaux adultes galopent librement sur les steppes. Il existe une forte relation de confiance mutuelle. C'est vraiment spectaculaire. Vous savez, vous verrez beaucoup de vidéos de chevaux au galop. Et ça paraît toujours un peu irréel, mais quand vous le voyez en personne, c'est très fort. Beaucoup de ces techniques ont été testées au combat. Elles permettent aux cavaliers de se protéger des flèches et de contre-attaquer au galop. Comme l'a dit Gengis Khan, c'est facile de conquérir le monde à dos de cheval. Si vous voulez profiter un peu des steppes, vous devez rester dans une de ces yourtes mongoles. Mais pour être honnête, je l'ai déjà fait et parfois ça peut être un peu inconfortable. C'est pour ça que cet endroit est, à mon avis, bien mieux. Voyons voir les chambres. C'est joli. Regardez ça. Ils ont gardé le style traditionnel. Mais contrairement aux yourtes classiques qui sont grandes et rondes, mais où il n'y a pas de lit séparé car tout le monde dort ensemble, là, chacun a son lit. Et je pense que par une journée aussi chaude que celle-ci, oui, ils ont des douches et les clims sont là. La Wi-Fi aussi. Et je trouve que le plus important, quand vous vous reposez, vous avez une vue imprenable sur les steppes et vous pouvez voir des gens monter sur leurs chevaux. À suivre, Tien Shan rejoindra une famille de bergers modernes et découvrira comment les steppes changent avant de planer sur les majestueux marais d'Argun. À 40 km du district de Haila habitent Sumutide et Serendashi. Eh bien, c'est super. Donc je suis là pour rencontrer une famille de bergers qui, je l'espère, nous emmèneront avec eux dans les steppes aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Vous avez une jolie maison. Bonjour. On dirait que vous avez votre propre yourte et une maison moderne aussi. Oui, la yourte, c'est pour recevoir les invités. Je vois, vous allez sortir?
Oui, il faut que j'aille vérifier la pâture d'été et celle d'hiver aussi. Il faut qu'on vérifie l'état de l'herbe cette année. D'accord, est-ce que je peux vous rejoindre? Bien sûr. C'est qui ce petit? Bonjour. Ce sont les deux seules phrases que je sais dire en mongol. Non. Notre famille d'accueil vit près d'un site touristique populaire, c'est pour ça qu'il travaille aussi dans l'hôtellerie. Les affaires marchent bien, surtout l'été, et une fois que la dernière vague de touristes est partie, ils s'en vont. En réalité, leurs pâtures sont assez loin pour que les troupeaux ne soient pas dérangés. Combien de têtes de bétail, bovins et ovins vous avez? On a à peu près 30 bovins, 30 chevaux et environ 1000 moutons. C'est pas rien, dites donc. Je suis sûr que vous n'avez même plus besoin de vous occuper vous-même du bétail. Oui, on ne peut pas être au four et au moulin. Et comme on a aussi notre activité touristique, on a embauché des gens pour qu'ils s'occupent des cheptels. Sinon, on n'aurait pas assez de temps. C'est le tourisme votre principale source de revenus? C'est moitié-moitié. Alors qu'il se dirige vers la pâture d'automne qui sera ultérieurement fauchée pour l'hiver, ce couple prend de plus en plus de distance. Quelque chose semble les tracasser. Ces derniers jours, nous n'avons pas vu beaucoup d'herbes sur les steppes. Il fait frais ici, oui. Vous avez combien d'hectares? Plus de 330. Vous faites des offrandes aux steppes? Oui, je voudrais qu'il pleuve. Croisons les doigts. Qu'est-ce que c'est? Du yaourt. Vous faites des offrandes à chaque fois que vous venez? Oui. Et aussi quand nous faisons les récoltes. Dans les bonnes années, l'herbe arrive jusqu'où? Je dirais jusqu'ici. Jusqu'à la taille? Oui, à peu près 1 mètre de hauteur. C'est en juillet que l'herbe est la plus haute? Oui, en juillet et en août. Juste besoin d'un peu d'eau. Oui, on espère. Malheureusement, les choses ont l'air de s'empirer. En chemin vers les pâturages collectifs, nous sommes passés devant des marais asséchés et une rivière quasiment à sec, qui n'en reste pas moins un point d'eau très prisé. Ces familles de moutons qui vivent presque à leur guise font tout de même l'objet d'inspections vétérinaires régulières. Les infections parasitaires sont courantes et des insecticides sont prescrits aux moutons affectés. Juste une personne avec une boucle au bout de son bâton et c'est tout. Ils veulent juste vérifier la santé des moutons. Comment trouvez-vous les infections? Il y en a une. Vous trouvez toujours des parasites sur la queue? Il a dû avoir une coupure pendant la tonte. Je n'ai jamais vu de queue aussi grosse. J'ai toujours cru que c'était tout petit, alors que c'est énorme et large. Avec le broutage excessif du bétail et le changement climatique, les steppes de Hulunbuir se détériorent. Ce jeune Dassi dit que des herbes hautes d'1 mètre, c'est de l'histoire ancienne. Cette année, elles arrivent à peine à la cheville de leurs enfants. Le futur de ces plaines est incertain. Ce Mutside dit à Tianren qu'ils laisseront leurs enfants décider s'ils veulent continuer le travail d'élevage ou aller trouver un travail en ville. Nous laissons cette famille de bergers derrière nous pour nous diriger au nord-est vers la rivière Argun qui délimite une partie de la frontière entre la Chine et la Russie.
Des centaines de lacs et de rivières contribuent à l'écosystème complexe de Hulumbuir. Et bien que l'endroit soit principalement connu pour ses steppes, la région est aussi recouverte de marais et de forêts vierges. Nous y voilà. Ça a pris un certain moment pour les trouver car vous avez besoin d'être tout près. Mais dans la forêt, il y a plein de ces petits gris-gris porte-bonheur. La plupart d'entre eux, c'est pour l'amour, mais celui-ci, c'est pour une bonne santé à mon père, ma mère, ma grand-mère et mon grand-père. Cela viendrait d'une tradition où des femmes russes et des hommes chinois se donnaient rendez-vous dans cette forêt, mais cela a évolué et on peut maintenant formuler toutes sortes de vœux. Non loin de cette forêt de bouleaux se trouvent les marécages de Heishantrao. Eux-mêmes faisant partie des marécages d'Argun, où nous trouvons encore et toujours plus de marais. Si vous avez passé la plupart de votre vie dans des villes surpeuplées et polluées, vos poumons vous remercieront d'être venus ici. L'air est tellement frais. Ça me rappelle un peu chez moi au Royaume-Uni parce que j'ai grandi près d'une forêt. Mais là, ce sont les marais d'Argun, ce sont les plus grands d'Asie, donc c'est sans comparaison. Ce n'est peut-être pas aussi inspirant que l'infinité des steppes, mais ces marécages sont en réalité les poumons de la planète. Il s'agit d'un écosystème incroyablement varié et fragile que nous devons protéger. Pendant la saison sèche, ces marais servent de refuge pour des millions d'oiseaux qui migrent de l'Asie de l'Est vers l'Australie pendant l'été. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas rester dans ces superbes petits chalets pour observer toutes les autres espèces sauvages qui vivent dans les marais. Si vous êtes courageux, vous pouvez même avoir une vue panoramique des marais d'Argun. Voilà, ma GoPro est prête. Une des meilleures façons de voir les marais, c'est depuis le ciel. J'ai un peu peur des hauteurs, mais c'est quelque chose que je dois faire parce qu'apparemment, ça va être vraiment beau. Nous allons faire du parapente. J'espère que c'est sûr. Ils installent ce parachute et il a l'air tout petit. Je veux dire que nous serons deux, donc je ne serai pas tout seul en train de crier dans les airs. Je suis quand même un peu nerveux. Vous êtes le pilote? Ah, et vous êtes là. Bonjour. S'il vous plaît, pilotez en toute sécurité. Ne vous en faites pas, c'est très sûr. Alors que le sol s'évanouit sous leurs pieds, la nature se révèle dans toute sa majesté. D'ici, tout ce que l'homme a fait paraît insignifiant. Les marais s'étendent vraiment à perte de vue. Les marais d'Argun forment un immense labyrinthe naturel qui s'étend sur des kilomètres. C'est vraiment le meilleur moyen de voir Hulumbuir.
À suivre, nous découvrirons pourquoi on dit des Mongols qu'ils sont nés sur une selle et seront au premier rang pour les fameux 3 jeux virils. C'est vraiment impressionnant. Il s'agit du temple Gandhar, qui est la plus grande lamasserie ici à Roulounbourg. Et demain, il y aura une consécration d'une de leurs nouvelles salles. C'est pourquoi nous avons ce dessin à la craie ici, beaucoup de préparation, mais on devrait jeter un coup d'œil d'abord. C'est un intéressant mélange de styles ici. Ce temple est un mélange de style chinois Han, tibétain et mongol. Le style chinois Han est omniprésent, mais quand vous voyez ça, vous savez tout de suite que ça vient du bouddhisme tibétain. Ce drapeau de prière avec des animaux de protection aux 4 coins cardinaux, nord, sud-est, ouest. Ensuite, si vous êtes un pèlerin ou si vous venez pour visiter le temple, vous verrez ces moulins à prière et vous saurez que lorsque vous marchez dans le sens des aiguilles d'une montre autour du temple, il faut que vous veniez ici pour faire tourner ces moulins, car les inscriptions qu'ils comportent sont des mantras. Et quand vous tournez les moulins, c'est comme si vous récitiez des mantras, vous-même, et ça vous aide à avoir un bon karma. Cet endroit a été construit sous la dynastie Qing au XVIIIe siècle et a l'air très neuf car il a régulièrement été rénové. Avant, aux alentours du temple, il y avait beaucoup de yourtes mongoles qui abritaient les moines, mais vous ne remarquerez plus beaucoup d'influence mongole aujourd'hui. Ils essaient de restaurer la gloire et la grandeur jadis de ce temple. Actuellement, il ne fait que 2/3 de la taille qu'il faisait à l'origine, ce qui me paraît très imposant. La plaque comportant le nom du temple a été écrite de la main de l'empereur Qianlong lui-même, qui a connu le règne le plus long dans toute l'histoire de Chine. À son apogée, le temple Gandhar hébergeait 4500 lamas et encore aujourd'hui, il reste un haut lieu de bouddhisme. Eh bien, on dirait que les gens préparent encore la consécration qui aura lieu demain. Je me demande ce que c'est. Bonjour, qu'est-ce que vous dessinez? Vous devriez lui demander. C'est quoi? Un Bouddha vivant marchera dessus demain. On dirait qu'il y a un lotus au milieu. Oui. Ce sont des nuages de bon augure. Pour célébrer la consécration, il y aura toute une journée de festivités demain. C'est le grand jour de la cérémonie. Comme vous pouvez le voir, il est 3 heures du matin. C'est en général l'heure à laquelle je rentre à la maison après une soirée bien arrosée. Mais la course de chevaux va commencer dans une demi-heure, car apparemment c'est l'heure à laquelle les chevaux courent le mieux. J'espère juste que les cavaliers seront bien réveillés. Tous les gens qui sont venus ici ont voyagé des jours durant et beaucoup ont campé sur les steppes. C'est vraiment étonnant pour moi. Sur la route, j'ai discuté avec notre chauffeur et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il se lève aussitôt. Et il a dit qu'il commence à cette heure-là parce que le temps est agréable et frais, donc les chevaux ne transpirent pas trop. Et tous les jockeys seront des enfants, parce qu'ils sont plus légers. Tu as quel âge? 11 ans. Tu montes depuis combien de temps? 3 ans. Tu penses que tu vas gagner? Tu devrais avoir plus confiance en toi. Tu as quel âge? 16 ans. Tu montes des chevaux depuis combien de temps? 8, 9 ans. Je viens de réaliser que tu vas monter à cru. C'est pas dangereux de monter sans selle? Il a l'habitude, il va monter 2 fois aujourd'hui. Tu as déjà participé à cette course? Tu as gagné? Bien sûr. Qianlan sait sur qui il va parier.
Tous ces enfants sont encore au primaire ou au collège, mais aujourd'hui, ils vont faire un cross-country de 25 km. Ce sont les enfants les plus courageux qu'il ait jamais rencontrés. Leurs sabots font vraiment des éclairs. En voyant ces enfants, on a l'impression que c'est facile, comme s'ils ne faisaient qu'un avec leur monture. Beaucoup d'entre eux vont courir tout de suite après cette course, mais sur une monture différente. Au bout d'un moment, on voit qui sera le grand vainqueur. Et il a juste 8 ans. On dirait que tout a commencé. C'est une cérémonie au beau et c'est chose courante dans la culture mongole, mais c'est aussi très important. Chaque endroit a ses propres règles et ses rites. Ici, les lamas récitent des mantras et une fois qu'ils ont terminé, ils vont tourner autour des hobos 3 fois et ensuite s'en aller. Mais il n'y a pas que des lamas, il y a des laïcs aussi qui les rejoindront dans un instant pour célébrer les hobos. Cette cérémonie au beau a lieu seulement une fois par an et beaucoup de pèlerins sont venus de loin pour y participer. Ils viennent prier ici pour avoir une bonne santé et de la chance. Après une cérémonie au beau, il y a généralement une petite fête appelée Nadam. Les Mongols surnomment affectueusement ces festivités les 3 jeux virils, à savoir la course de chevaux, le tir à l'arc et la lutte. À l'origine compétition sportive, les Nadam ont servi plus tard d'entraînement pour les soldats. Gengis Khan pensait que la lutte était un très bon moyen de garder ses armées prêtes au combat. Sans limite de poids, d'âge ou de durée, la lutte mongole est une ultime épreuve de force et d'endurance. Ça a été une journée bien remplie aujourd'hui. Et je suis assez surpris de voir qu'après une cérémonie aussi sérieuse et religieuse que sont les hobos, on peut voir toutes sortes de festivités. En langue mongole, le mot nadam veut dire tout simplement s'amuser. Et c'est un des événements les plus importants du calendrier mongol, ce qui en dit long déjà sur l'état d'esprit des Mongols. Ils sont courageux, francs, braves, quand on voit qu'ils luttent ou montent à cru dès le petit matin. Même si certains ont préféré opter pour des voitures ou des mobylettes, l'esprit des steppes demeure bien vivant.